Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Il est 23 heures. C'est par là. Vous êtes de ce côté. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Il est 23h45 à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où le président de la République a donné aujourd'hui l'ouverture, a donné le go pour les travaux de la 11e conférence de gouverneurs. Vous savez que cet organe est institué par la Constitution qui permet au président de la République et ses différents représentants en province de discuter des sujets qui concernent leur fonctionnement. Le président de la République qui est arrivé hier sous la pluie et qui a été plutôt bien accueilli. Ça nous a rappelé d'ailleurs quelques jours pendant la campagne électorale. Et donc, ce soir, comme vous pouvez le voir derrière, la thématique principale de la 11e session va concerner aussi le programme de développement local de 145 territoires. Nous aurons donc le privilège d'avoir un peu plus tard le vice-premier ministre, ministre du Plan, qui viendra non seulement nous faire le point de ce qui s'est fait aujourd'hui, parce que l'un des événements aujourd'hui, c'était la descente du président de la République à 30 km de la ville de Kalemi, à Mutoa précisément, où il a inauguré les centres de santé construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Mais bien avant d'ailleurs que nous puissions évoluer, je voudrais saluer encore une fois le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ensuite, le gouverneur, M. Christian Kitunga, bonsoir. On va commencer cet exercice par vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour toute la population de la province du Tanganyika d'avoir le président de la République, non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, mais pour presque 5 jours, parce que le Conseil de ministres de ce vendredi se tiendra ici dans les Tanganyika. Merci, Excellence, pour la parole. Et je salue toute la population du Tanganyika et en remerciant, commencer par remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui nous a fait cet honneur de passer ces événements au Tanganyika, non seulement par rapport à la conférence de gouverneurs, mais aussi le moment qu'il aura à passer le Conseil de ministres ici au Tanganyika. Ce n'est pas quelque chose de rien. Vous l'avez précisé, plus de 5 jours à peu près qu'il sera avec nous ici. Vous avez vu la joie manifeste de la population en l'accueillant d'abord, et même parce que vous avez parlé de Mutoa, vous avez vu le long de la route comment la population le faisait ovationner le président. Premièrement, ne fût-ce que par le voir, ça n'arrive pas chaque jour, comme toute population qui dit Tata et Nzalesili. Et donc, le président de la République est là, ça nous donnera l'occasion de le rencontrer quand nous disons nous, population du Tanganyika, toutes les couches confondues, parce qu'il va devoir recevoir les communautés, recevoir la jeunesse, rencontrer toutes les couches, la société civile, ainsi de suite, et cela permettra à ce qu'il puisse palper du doigt de la situation du Tanganyika que nous lui faisons rapport via Son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous le savez, le Tanganyika a connu certainement des inondations, et le président est là et nous nous sentons très soulagés parce que ces questions vont devoir prendre corps et que Son Excellence Monsieur le Président de la République, avant de partir, il nous donnera beaucoup plus de lumière, et c'est l'espoir même de la population qui le voit et qui attend de lui ces résolutions. Voilà, on aura l'occasion de revenir dessus, mais les sujets, c'est la conférence de gouverneurs. Vous avez eu l'occasion de présenter la province du Tanganyika, un poisson électrique, ou le Tanga et le Nika. Le Tanga et le Nika, 139 000 km². C'est la 3e plus grande province de la République démocratique du Congo. Nous avons vu
des travaux, en tout cas partout où nous sommes passés. Le président de la République a regardé les palais des justices en cours de construction. Brièvement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous avez été élu il n'y a pas très longtemps. Comment vous évoluez ici et quels sont plus ou moins les grands projets sur lesquels vous travaillez? Effectivement, vous allez le constater dans le cadre de PDL 145 territoires, parce que c'est aussi le grand thème de la conférence de gouverneurs. Et il y a des réalisations, notamment le palais de la justice, vous avez le centre de santé qui a été réceptionné, au niveau de News où il y a beaucoup d'édifices qui sont en train d'être faits, et le projet de la route Manono-Kalemi qui est le vecteur non seulement de paix, parce que ça apporte sur le plan de la sécurité, mais cette question va permettre à recouvrir cette situation ou cette posture du vecteur qui est le secteur multimodal, de l'eau, la route, le rail. Nous sommes à 125 km de Kigoma en Tanzanie. Et donc cette route-là permettra le développement de la province du Tanganyika. Le projet aujourd'hui, surtout avec la jeunesse qui réclame à l'État de l'emploi, nous, au niveau de la province, nous avons commencé par d'abord créer la régie de grands travaux, la régie provinciale de grands travaux qui va non seulement au niveau de la province construire le route, mais construire le route avec le fils du Tanganyika, engagé, formé, de l'emploi, comme le président l'avait dit hier, Paquet parmi c'est son premier engagement. On aura l'occasion de revenir avec vous, monsieur le gouverneur. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous avez travaillé assidûment à la préparation de cette première conférence de gouverneurs post-élection, même si c'est la 11e fois qu'il y a cette réunion, et vous avez choisi la thématique renforcer la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Monsieur le vice-premier ministre, la question: pourquoi mettre le 145 territoires au centre de cette première grande messe qui réunit à la fois les gouverneurs, le gouvernement et le président de la République? Principalement parce que c'est l'un des programmes phares du président de la République, programme de son premier mandat, qu'il a conjugué en d'autres versions au courant de son deuxième mandat dans les différentes années de ce mandat. Donc c'est un programme qui regroupe toutes les provinces, tous les territoires de la République, qui les amène vers le développement. Et ce qui est l'une des grandes préoccupations non seulement du président de la République, mais aussi des attentes de la population congolaise dans le programme des 145 territoires qui se multiplient sur les différents secteurs de la vie. Il y a eu les infrastructures qu'on a eues dans la première phase, il y a les routes qu'on aura dans la deuxième phase ici, il y a les institutions judiciaires et tout ce qui va avec. Donc c'est un programme extrêmement important pour la gouvernance et la vision politique du président de la République. Il était important qu'on l'implique dans cette grande messe qui est une institution constitutionnelle organisée dans la Constitution à travers l'article 200 de notre Constitution, qui permet à ce que le président de la République ait l'opportunité, accompagné de son gouvernement, de ses ministres, de rencontrer les gestionnaires de nos 26 provinces pour discuter, échanger avec eux sur la gouvernance de la République. Et étant donné que le PDL 145 territoires fait partie de ce qu'on peut appeler le socle du développement traduit, conjugué par le chef de l'État, il était important qu'il l'implique dans la thématique, et c'est ce qui a été fait au cours de cette 11e session qui devait s'organiser en cette période-ci et qui a, Dieu merci, réussi à s'organiser dans les conditions voulues. Le président de la République tenait à ce qu'elle s'organise cette fois-ci dans la ville de Kalemi, ce qui n'avait pas été possible à la fin de l'année 2023. Donc, avec cette ouverture d'aujourd'hui, les discours qui ont été prononcés
et les travaux qui ont commencé, pour nous, c'est une satisfaction. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous aurons l'occasion de revenir avec vous pour que vous puissiez nous donner quelques éléments d'éclairage, parce que les travaux, je rappelle, vont continuer jusqu'à mercredi, mais je voudrais, en accord avec la technique, écouter... Jusqu'à vendredi, merci plutôt. Nous allons plutôt écouter le Président de la République, ce qu'il a dit tout à l'heure ici, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la conférence de gouverneurs. Je suis honoré de présider ce jour l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, conformément aux dispositions de l'article 200 de notre Constitution et des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Je tiens avant tout à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la population de cette belle province, capitale mondiale du lithium, pour leur accueil combien chaleureux qu'elle m'a réservé. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des recommandations sur les politiques à adopter et la législation à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure, car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, le président de la République qui parle de développement équilibré. Monsieur le vice-premier ministre, je vais me retourner contre vous, je veux me retourner de votre côté, parce que lorsque nous avions suivi les présidents de la République aujourd'hui, il a beaucoup parlé de la collaboration au niveau entre les provinces et les assemblées provinciales. Pourquoi avoir choisi spécifiquement pour cette 11e conférence d'associer les présidents des assemblées provinciales à vos travaux? Bon, c'est une indication qui ressort si on fait l'analyse des sessions précédentes. Déjà à la 9e session dans la ville de Mbandaka, le président de la République avait martelé la nécessité de la stabilité de nos provinces. Il avait insisté en s'adressant au gouverneur de province de son inquiétude sur les relations qu'il y avait entre l'exécutif provincial et les assemblées organes de contrôle. À la 10e session qui s'est déroulée à Kinshasa en fin 2023, il avait été sollicité la possibilité de voir participer à la conférence des gouverneurs les présidents ou les bureaux des assemblées provinciales. C'était une sollicitation. Et lorsque nous étions dans la phase préparatoire de cette session ici, à l'analyse de toutes ces observations, ces remarques, nous avons estimé qu'il était important au cours de ce forum, même si ce n'est pas clairement disposé dans l'article de la Constitution qui institue
la conférence des gouverneurs. Vu que c'est une grande rencontre, c'est une grande messe qui concerne la gestion des provinces et la relation entre le pouvoir central et les provinces. C'est l'unique, d'ailleurs, institué par la Constitution. Nous avons estimé et milité, après consultation avec le président de la République et le Premier ministre, cela a été accordé, que les présidents des assemblées participent à titre en qualité d'observateurs. Et je crois que la journée d'aujourd'hui, qui a été une journée d'échange et d'exposé de certains experts, nous a démontré que c'est quand même une expérience constructive, parce qu'il y a eu des exposés sur les relations entre ces deux organes provinciaux, mais aussi entre les provinces et le gouvernement central, et ça a édifié plus d'une personne. Demain, on va encore continuer avec d'autres exposants et d'autres thématiques, et je crois que ça sera productif et ça va nous amener à arriver à stabiliser d'une certaine manière cette gestion et cet exercice démocratique d'un exécutif, d'un organe de contrôle qui travaille au bénéfice de nos populations. Merci. Nous avons quand même entendu les mémorandums des gouverneurs qui revenaient notamment sur les aspects qui concernent le contrôle parlementaire. Mais bon, on va prendre quelques questions pour vous, Monsieur le Vice-Premier ministre, parce que vous êtes encore au Forum Moulin, justement, dans les cas de ces travaux dont vous avez la coordination. On va commencer par une question de Monsieur Bienvenu Bakoumania, et puis nous prendrons Mathias Makolovera de la RTNC Tanganyika. Bonsoir, Monsieur le Vice-Premier ministre. Généralement, les gouverneurs des provinces adressent des motions de soutien au chef de l'État. Et aujourd'hui, il y a eu un fait nouveau. Les gouverneurs ont formulé une motion d'adhésion à la réforme de la Constitution. Est-ce que la conférence des gouverneurs était le lieu indiqué pour pareille déclaration? Bon, de principe, de telles activités, que ce soit au niveau national, même dans les organisations de la société civile, mais aussi au niveau international, il y a toujours une phase où il y a une motion particulière des participants qui vont dans une direction donnée selon la thématique de la conférence ou même l'actualité. Ici, si vous faites bien attention à cette motion, elle est revenue sur plusieurs faits en soutien au président de la République par rapport à son action. Ils l'ont soutenu par rapport à son action sur la défense de l'intégrité nationale. Je crois que c'est aussi un fait qu'il ne faut pas négliger. Ils l'ont soutenu par rapport à sa gouvernance aussi. Mais l'actualité nationale retient aussi la problématique du débat sur la révision de la Constitution. Donc ce sont des citoyens congolais qui ont des responsabilités dans la gestion de la République. Et à leur niveau, ils ont estimé, et il faut discuter avec les gouverneurs de province, ils vous diront qu'eux-mêmes, selon aussi les attributions que sont les leurs, les rôles qu'ils jouent eux-mêmes en tant que gouverneurs de province dans la gestion de la République, de la chose publique, ils estiment à leur niveau, selon leurs fonctions, selon leurs attributions, selon les réalités qu'ils vivent au quotidien, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont aussi. Et je crois que le jour où si on a bien suivi leur déclaration, le jour où le président mettra en place cette commission scientifique qui va réfléchir au bénéfice du souverain primaire de la population congolaise, qui va réfléchir sur cette problématique de révision, où on parle maintenant aussi de changement de la Constitution, je suis convaincu que les gouverneurs, les territoriaux, viendront aussi avec leurs observations, leurs desiderata, parce qu'ils ont constaté qu'au jour au jour, au fur et à mesure de leur travail, ils sont face à des difficultés dues au texte.
dû aux lois, dû à la constitution de notre République, à laquelle ils aspirent, je m'excuse, à certains changements, et ça c'est légitime. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Mathias Calavero. Comme ça, nous allons libérer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Monsieur le vice-premier ministre, le gouverneur de province, dans leur mémorandum, ont soulevé également la question des conseillers communaux, qui devient une question très épineuse. Alors la question de savoir pourquoi prendre des mesures, soit pourquoi mettre en place des structures alors qu'on n'a pas encore jusque-là les mesures d'accompagnement de ces structures-là. Bon, il faut retenir d'abord que la réforme sur la décentralisation est une initiative ou une volonté prise de façon la plus souveraine par la République démocratique du Congo depuis des années. Maintenant, elle a connu des difficultés au fur et à mesure de son implémentation. Ici, moi je crois que si nous sommes tous convaincus que non seulement la démocratie, mais le développement de notre pays viendra par la base. À partir du moment où on arrivera à organiser les structures de base de notre République, les entités décentralisées, les villes, les communes, les territoires et les secteurs, que c'est à partir de ce niveau-là que non seulement la démocratie, mais le développement, tel que le PDL 145 territoires, que c'est à partir de là que tout viendra. On ne peut que prendre de façon positive la volonté et l'initiative qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons ces élus-là au niveau de la base. C'est vrai que nous faisons face à des difficultés, mais ensemble, au niveau du gouvernement et avec les provinces, nous sommes en train de prendre des initiatives pour pallier à ces difficultés-là. Et au fur et à mesure, nous allons installer toutes ces entités, nous allons mettre en place tous ces responsables au niveau des entités de base, et je crois que c'est cela qui va permettre à ce qu'on ait une meilleure gouvernance, une meilleure cohésion communautaire aussi, et que le développement deviendra une réalité. Donc cela a été la volonté du président de la République à la veille de la préparation des élections de 2023. C'est des élections qui ont été reportées depuis 2006. Et le fait du report de ces élections ont créé aussi des difficultés. Et ils nous ont mis dans des situations telles que certaines réalisations de développement ont été impossibles d'être mises en place. Le président de la République a pris ce courage et il a mis tout en marche pour que ces élections s'organisent. Nous avons ces élus et au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler pour que la CENI puisse publier dans les délais les plus proches les prochains calendriers, les prochaines dates pour qu'on finalise à ce niveau-là et on va avancer. Je suis convaincu que c'est au bénéfice de la République. Voilà, Monsieur le vice-premier ministre, il y a beaucoup de questions qui vous concernent, mais on ne saura pas le prendre parce que d'abord, les travaux ne sont pas encore terminés. Aujourd'hui, vous nous donnez juste un aperçu de l'esprit qui anime ces travaux, mais peut-être une dernière préoccupation avant que vous puissiez partir d'ici, Monsieur le vice-premier ministre. Le président de la République fait de l'itinérance dans toute la République démocratique du Congo. Kalemi va battre les records avec 4-5 jours. Ne craignez-vous pas qu'il soit réclamé pour rester plus longtemps dans notre province? De quoi 5 jours à Kalemi? 5 jours à Kalemi parce que c'est le président qui a décidé. Il fallait d'abord venir pour la conférence des gouverneurs à la date qui était prévue pour la conférence des gouverneurs. Mais comme le président a déjà initié cette itinérance, qui est aussi une promesse de campagne, il avait fait savoir partout où il passait à ses électeurs qu'il reviendra et qu'il passera son deuxième mandat à circuler à travers la République démocratique du Congo. Donc d'une pierre deux coups, il lance la conférence des gouverneurs et il organise où il tient le conseil des ministres ici à Kalemi. Ça lui prend la semaine, mais il ne termine pas
seulement à Kalemi en termes d'itinérance en province. Il faut annoncer à vos téléspectateurs que le président de la République sera ce week-end à Isiro et à Bouta. À Isiro pour la messe du centenaire de la Sainte Anouarite et à Bouta pour une visite de salutation et de courtoisie à la population de Bouta comme ses proches. Et le mois de décembre, il a encore 2 visites en province qui seront très bientôt annoncées avec 2 conseils de ministres en province si tout va bien. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Vice-Premier ministre de votre disponibilité. Apparemment, il y a une question. Ben, allez-y rapidement aussi, le Vice-Premier ministre Desroches. Merci en tout cas, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Dans le mémorandum des gouverneurs, il y a aussi cet aspect de la relation entre gouvernement provincial et assemblée provinciale, notamment avec ce qu'ils ont qualifié entre des chantages que font les députés provinciaux aux gouverneurs de province. Alors ma question est de savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous pensez que suffisamment Assemblée provinciale, gouvernements provinciaux ont aidé les provinces à renforcer la cohésion ou à développer? Et qu'est-ce que vous en pensez finalement pour la suite dans l'idée des discussions, de la modification ou du changement de la Constitution? Une question au gouverneur de la province qui accueille le président de la République ainsi que sa délégation, tous les gouverneurs des provinces. Ça va faire 100 jours depuis que vous êtes à la tête de la province de Tanganyika. Quelles sont les grandes actions que vous avez déjà menées jusque-là, les bases que vous avez posées? Puisque nous, en venant d'ici, on a failli être lynchés par un groupe d'individus. On nous a dit que c'était des badauds. Oui, en arrivant au gouvernorat, c'était vers après 21h. Sécuritairement parlant, comment se présente la situation au sein de la province de Tanganyika? Voilà, on prendra les réponses du vice-premier ministre et le gouverneur pourra répondre plus tard parce que nous allons entamer la deuxième partie avec le vice-premier ministre, ministre du Plan. Monsieur le vice-premier ministre, allez-y pour cette question bonus. Oui, pour Madame Rachel, je crois que c'est tout à fait normal que les gouverneurs de province ont cette attitude de mal appréhender le rôle de l'Assemblée provinciale, mais il faut savoir ce que l'on veut. Je crois que tous ensemble dans ce pays, depuis les pères de l'indépendance, nous nous battons pour faire de la République démocratique du Congo, de notre pays, un État démocratique. Et le choix qui a été fait à la lecture des textes qui régissent notre pays, les assemblées sont des organes de contrôle. Et c'est ça la démocratie. C'est-à-dire c'est un exercice de redevabilité. Et par moments, lorsque vous êtes gestionnaire, ça apparaît comme des pressions, ça apparaît comme des embêtements. Mais c'est ce que veut notre système de gestion de notre territoire, de nos provinces. Et je suis très satisfait de la façon dont la conférence s'organise. Parce que après leurs exposés, après le développement de leurs mémos, ils ont eu l'avantage d'auditionner des personnalités, des professeurs d'université qui ont développé des thématiques des relations entre les organes, l'organe de gestion et l'organe de contrôle au niveau des provinces, l'organe de gestion et le gouvernement central, les relations. Ils ont eu l'honneur d'avoir le maître en droit administratif, l'un des maîtres en République démocratique du Congo, le professeur Vundoro. Ils ont eu aussi le professeur Chilumba, qui ont été très détaillés sur toutes ces questions.
et qui leur ont fait savoir que c'est un exercice démocratique qu'ils doivent accepter parce qu'ils sont l'émanation de l'Assemblée provinciale et c'est cette Assemblée provinciale qui reçoit le pouvoir de la population de la province, des électeurs de la province qui leur donne la responsabilité de gérer les biens de cette province. Et de par cette responsabilité, l'Assemblée provinciale a le droit et l'obligation de les contrôler et de les sanctionner à chaque fois qu'ils estiment que le gouverneur ou que le gouvernement provincial ou que le ministre provincial n'a pas joué son rôle, a mal joué son rôle. Et c'est ça que prévoit nos textes et c'est ça la démocratie. Et ils sont appelés à l'accepter et à jouer ce jeu-là. C'est un jeu démocratique de redevabilité qui se fait aussi au niveau national. Voilà, merci beaucoup Monsieur le vice-premier ministre pour vos éléments d'éclairage. Maintenant, nous allons, en accord avec la technique, demander la visite du président ou l'inauguration du président du centre de santé de Mutoa, à 30 km de la ville de Kalemi, où plus de 13 000 compatriotes ne devront plus parcourir 30 km pour rejoindre Kalemi pour se faire soigner. Le thème de cette 11e session, intitulée « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. À ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. Voilà, c'était donc le président de la République qui revenait dans son discours sur la partie qui concernait les 145 territoires. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur les images d'illustration de Mutoa. Le temps d'accueillir le vice-premier ministre, ministre du Plan, M. Guylaine Yembo. Bonsoir, M. le vice-premier ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous êtes donc dans la suite du président de la République, parce que dans cette conférence de gouverneurs, les sujets, c'est aussi les 145 territoires. Alors, le gouverneur a été récemment élu. Comment comptez-vous justement impliquer les gouverneurs qui sont arrivés dans cet ambitieux programme qui touche, je rappelle, en même temps, tout le 4 coins de la République démocratique du Congo? Oui, bonsoir messieurs, dames les journalistes. Le gouverneur, en fait, c'est peut-être parce que le programme n'est pas mieux connu par le public, mais en réalité, dans la gouvernance du programme, les gouverneurs sont déjà prévus. Donc, je vais peut-être donner brièvement. Donc, vous avez le pilotage, donc le comité de pilotage qui est présidé par le président de la République. Ensuite, vous avez le comité de coordination piloté par Madame la Première ministre. Et puis vous avez les comités opérationnels que je pilote au niveau de mon ministère de plan et de la coordination de l'aide au développement. Et à ce niveau-là, vous avez donc les gouverneurs qui sont prévus, donc au niveau du gouvernorat. Vous avez aussi l'administrateur du territoire qui est prévu dans les cadres de suivi de ce programme. Et ensuite, vous avez un comité qui rapporte à moi-même pour faire le contrôle et les suivis des agences, comme vous le savez. Il y a 3 agences qui sont recrutées pour travailler sur ce programme-là en termes de mise en œuvre de ce programme. Donc c'est juste une question de donner plus d'informations, mais aussi des moyens pour que les gouverneurs puissent réellement s'impliquer dans le programme. En réalité, ils sont bien dedans.
Très bien. Avant même qu'on aille en profondeur justement sur la question de 145 territoires, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions sur le sujet, comment le projet a été relancé. Aujourd'hui, le président de la République a été à Motoa, à plus de 30 km d'ici, où plus de 15 000 compatriotes ne devront plus faire la route pour venir se faire soigner à Kalemi. Qu'est-ce que cela représente? Vous êtes évidemment bien connaisseur du milieu dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que cela représente pour ces populations de voir le président de la République donner vie à un tel projet? C'est une avancée majeure. Et il faut savoir que Tanganyika a eu cette chance d'avoir le président de la République inauguré les centres de santé avec l'équipement qui n'était pas prévu au départ, parce qu'au départ il était prévu une sorte d'équipement dispensaire, mais là nous avons des petits hôpitaux que nous allons avoir dans tous les territoires, c'est-à-dire que au moins 80% de solutions pourront être trouvées déjà au niveau des territoires, parce que comme vous le savez, nous avons déjà des problèmes d'enclavement dans notre territoire au niveau national, et donc l'idée, et c'était cette discussion que nous avons eue au niveau du comité opérationnel avec le ministre de la Santé qui a donné cette suggestion pour que nous puissions avoir carrément des petits hôpitaux pour résoudre les gros problèmes déjà à ce niveau-là et éviter à ce qu'on puisse renvoyer les gens, sachant que nous n'avons pas suffisamment des routes pour l'instant. Voilà, Monsieur le vice-premier ministre, parce que nous avons l'occasion de vous avoir, le projet 145 territoires assemblé pour certains à un certain moment avoir été grippé un peu, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, le projet, où est-ce qu'il se situe, les niveaux d'exécution, les degrés d'engagement du gouvernement? Voilà, c'est aussi une question de communication. Il faut nous mettre dans le contexte du début de ce programme. Dans la tête de beaucoup de personnes, le projet, donc le programme des 145 territoires a réellement démarré en 2021. Ce qui est, on veut dire, vrai ou faux, parce que le programme a été adopté en décembre 2021, mais la mise en œuvre a commencé réellement en 2023. Parce que, entre-temps, il y a la question de passation de marché, la question des fonds qu'il fallait trouver. Là aussi, il faut se souvenir que nous sommes en pleine campagne électorale. Donc la période des élections où le choix du président de la République, c'est celui de la souveraineté pour que nous puissions organiser nous-mêmes nos élections avec nos propres moyens. Et donc il y avait beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre pour ça. Mais aussi, nous n'avons pas oublié que nous avons toujours la guerre à l'est du pays. Et donc la question de financement a été la question majeure aujourd'hui pour que nous puissions avoir ce programme réellement déployé. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de confusion aussi dans la tête des gens. Donc le programme a réellement commencé en 2023 et à partir de là, nous sommes en train d'avancer. Et par rapport aux résultats que nous avons aujourd'hui et compte tenu de ce que je viens de vous expliquer en termes de contexte, pour ma part, je considère que le programme avance bien. Et je vais peut-être vous donner quelques difficultés, des grandes, à part la question des financements, vous le savez, des questions des routes. Tout à fait. Qui sont, si on avait la possibilité de mettre une vidéo, vous allez réaliser à quel point c'est compliqué, parfois, de pouvoir réaliser tous ces ouvrages-là. Donc, pour moi, nous avançons doucement mais sûrement. Et puis les gens doivent retenir que le programme de 145 territoires, c'est un programme qui ira jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le plan de fonds et ainsi de suite. La gouvernance est très bien faite et qui fait qu'il n'y a pas possibilité à ce que ce programme puisse échouer, parce qu'il y a des contrats qui sont d'abord au niveau du gouvernement et des agences, et puis au niveau des agences et des prestataires. Donc à chaque niveau, il y a des exigences, et pour le gouvernement, nous sommes là pour veiller jusqu'à ce que le contrat soit correctement réalisé. Alors, nous parlions en décembre dernier de 900 ouvrages prêts. Est-ce qu'en termes chiffrés, vous pouvez nous dire, parce que le président de la République a inauguré le centre de Motoa, est-ce qu'approximativement on en est à combien de centres de santé, à combien de bâtiments administratifs, à combien d'écoles construites dans le cadre de ces programmes immenses? En termes de ce qui est achevé à ce jour, nous avons 853 ouvrages au total, donc avec 518 écoles, 276 centres de santé et 59 bâtiments administratifs. Ça, c'est de manière générale. C'est déjà prêt, livré? Ça, c'est déjà achevé, livré. Ça dépend aussi des programmes parce qu'il faut
il faut la réception d'abord par les ministères sectoriels, parce que comme je vous ai dit, en termes de gouvernance, donc les travaux sont réalisés via les agences, mais tout ce qui est termes de référence et contrat contrôle en aval, c'est fait par le ministère sectoriel. Pour les écoles, c'est le ministère de l'éducation qui va s'assurer à ce que tout a été fait selon les règles. La même chose pour les centres de santé, le ministère de la Santé, et puis pour les bâtiments administratifs avec les ITPR. Voilà. Oui, avant qu'on puisse donner la parole aux professionnels de médias pour des questions spécifiques, je pense que Kalemi, la province de Kalemi, c'est les PNUD qui avaient en charge d'exécuter. Mais sur le PNUD, monsieur le vice-premier ministre, on a quand même enregistré beaucoup de plaintes en termes de rythme d'exécution de travaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les PNUD, un peu comme les BCCO et CFF, a pris le rythme qu'il faut pour faire accélérer les travaux dans le cadre de ces programmes justement de 145 territoires? Tout à fait. Et j'ai rassuré d'ailleurs parce que je suis passé ici pendant la période des campagnes. Donc j'avais rassuré en tout cas la population ici pour dire que nous savons que le démarrage pour le PNUD a connu quelques difficultés parce qu'il y a eu des changements au niveau de sa gouvernance, mais après les choses se sont mises en ordre de bataille pour rattraper le retard. Je tire d'ailleurs ça de la bouche du gouverneur qui vous a bien dit qu'il y a des travaux qui avancent dans différents territoires. Donc voilà, donc sur le plan de réalisation, il y a des avancées considérables aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre. On va commencer la série des questions qui vous étaient destinées. Madame Rachel, on n'a pas oublié votre question, on y répondra. On va prendre la question de monsieur Juvenal Moudimbi de la radio Ndenga News. Merci, monsieur le ministre. Ma question, c'est d'abord au vice-premier ministre sur le PDS 145 territoires. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes mis en place pour garantir que tous les territoires, y compris ceux qui sont actuellement sous occupation des rebelles, puissent bénéficier de ce programme ambitieux? Et peut-être une dernière question au gouverneur de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, vous êtes signataire de la motion d'adhésion à la révision constitutionnelle. Avez-vous pris en compte l'avis de la population que vous représentez sur cette question que le chef de l'État lui-même a souligné qu'il va écouter la population? Merci. On va commencer par le vice-premier ministre. Oui, merci pour la question. L'assurance, mais l'assurance est déjà dans la définition du programme lui-même. Donc il est clair que c'est un programme qui se réalise en concomitance dans tous les 145 territoires. Et là où les travaux n'ont pas commencé, donc il y a des explications par rapport à ça. Donc par exemple pour toute la partie réalisée par le PNUD, dont nous savons aujourd'hui qu'il y avait 133 ouvrages qui n'avaient pas démarré, tout simplement parce que les fonds n'étaient pas complets. Parce que dans leur gouvernance des projets, donc il faut que l'argent soit décaissé totalement pour qu'ils puissent entamer tous les travaux. Cela n'était pas le cas, mais aujourd'hui, la partie qui est restée a été débloquée, donc ils sont en train de travailler sur les appels d'offres pour entamer les 133 ouvrages qui restaient. De même, pour CFF, BCCO, donc pour leur partie, il y a quelques ouvrages, mais pas beaucoup, qui soit ont démarré et ont été arrêtés compte tenu des problèmes des sites ou d'autres difficultés, parce que vous devez savoir aussi dans certains villages il y a des difficultés parce que peut-être il y a la communauté qui ne se met pas d'accord sur là où on va réaliser le site. Donc il y a des petits soucis, mais pour ce qui est de l'assurance, ça je peux vous garantir que le programme est fait de telle sorte que tous les territoires pourront recevoir les ouvrages tels que prévus dans le programme. Merci beaucoup. Sur l'autre aspect de la question, ce n'est pas le sujet principal, parce qu'il ne faudrait pas que nous nous perdions. Nous sommes en conférence de gouverneurs, on parle de 145 territoires. Une motion a été faite, le vice-premier ministre y a répondu. Le président de la République
sur ce sujet. Il est clair, une commission sera mise en place, des propositions seront faites. C'est en ce moment-là que le peuple pourra évidemment donner son avis. Donc je voudrais rappeler cela pour que nous puissions continuer en tout cas les échanges sur les sujets principaux. Peut-être que le gouvernement... Vous dites ? Non, c'était une question qui concernait les gouverneurs justement sur la problématique de la révision. Peut-être que si vous avez un petit commentaire, vous pouvez y aller. Sinon, on va prendre une autre question. Effectivement, sauf s'il faut reprendre la question de Mme Rachel aussi, je ne sais pas. Allez-y. Voilà, sur la question de Mme Rachel et quelles sont les grandes actions déjà réalisées. Donc aujourd'hui sur le plan sécuritaire, parce que vous l'avez souligné, effectivement c'était une situation très dégradée. Et quand on parle de l'insécurité, mais aujourd'hui moi je peux par contre vous parler de la criminalité urbaine. Et sans oublier qu'il y a aussi des îlots de stabilité dans certains territoires, notamment Kongolo, Nyuzu, Manono, qui avant étaient les triangles de la mort. Aujourd'hui, il y a quand même de la calmie. Au niveau de la ville de Kalemi, ce que était Kalemi avant, c'est pas ce que nous avons maintenant. Et vous avez un gouverneur devant vous qui ne dort presque pas parce que nous faisons nous-mêmes la patrouille la nuit, accompagnant certainement la police et l'armée qui vient en appui. Donc on est chaque jour sur terrain la nuit. On travaille au bureau le jour et la nuit on est sur terrain. Et cela a apporté des résultats et qui a donné de la calmie. Vous avez sans doute suivi que certains des officiers ont été interpellés et présentés devant la justice. Un groupe de badauds, parce que vous l'avez dit, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. La sécurité, c'est une question qui arrive comme une maladie, mais pour traiter, ça prend un peu du temps. Mais les déviants ne manquent pas pour que vous vous retrouvez dans cette situation, comme vous l'avez dit. Mais la situation sécuritaire au niveau de Kalemi ainsi que la province entière, elle est relativement calme. Par rapport aux grandes actions que nous avons déjà entamées ou réalisées, j'aimerais rappeler que nous avons pris la province à une période très critique. Cela ne nous épargne pas de pouvoir mener des actions. Et vous allez vous souvenir qu'à un certain moment, ici à Kalemi, la province ou la ville de Kalemi était divisée en deux, avec les inondations qui nous ont causé de problèmes et les gens, la population traversée par des pirogues pour rejoindre la colline d'État et tout consort. Quand vous sortez au niveau du pont Lukuga, vous allez voir qu'il y a une tronçon en terre battue. Cette portion de terre-là, cette portion de route, c'était avec de pirogues que la population traversait avec. Et donc la route était pratiquement en lambeaux. Nous sommes intervenus très rapidement. Et aujourd'hui, nous nous sommes focalisés dans le cadre d'abord de renforcement de capacité de mobilisation de nos recettes, parce que pour mener des actions, il faudrait avoir une trésorerie adéquate qui répondra aux besoins certainement de la population. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, nous avons triplé les recettes, ce qui nous permet d'ailleurs, parce que je l'ai dit dans mon introduction, que nous avons créé la régie provinciale des grands travaux, qui va acquérir ses propres matériels, ses propres ateliers, et nous allons faire nos propres routes. Et d'ici quelques semaines, nous allons lancer les travaux des 12 km déjà presque profinés dans la ville de Kalemi. Je vous épargne des détails de tronçons, mais nous allons lancer
12 km. Nous avons, par notre biais bien sûr, renforcé, je l'ai dit, la capacité de mobilisation de recettes parce que nous avions en son temps la sous-direction de la DGDA. Et la province du Tanganyika était devenue comme une sous-province parce qu'au niveau de la douane, il fallait demander l'autorisation à Lubumbashi, le directeur provincial de Lubumbashi, qui devait diriger. Nous avons mené une démarche auprès du DG de la DGDA, que je salue d'ailleurs, qui a répondu positivement. Et nous avons une direction provinciale de la DGDA. Nous avons créé la fonction publique provinciale parce que au niveau de la régie, chaque gouverneur qui est arrivé a mené ses gens, chacun avec son expérience, et cela perturbé. Par ce moment, certains ont été formés avec le moyen de l'État au niveau de la régie, mais quand un gouverneur arrive, tout le monde part et il amène d'autres personnes. Et donc nous créons une nouvelle dynamique en installant la fonction publique provinciale qui permettra à ce que les institutions soient fortes avec des agents rassurés, matriculés et qui subiront une formation et cette fois-là permettra à ce qu'au niveau de la régie, au niveau de la province, que nous ayons une stabilité. Voilà un peu en gros ce que nous pouvons souligner pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, merci Monsieur le Gouverneur. On va revenir sur les 145 territoires parce que c'était les sujets du jour. On va prendre les questions de Monsieur Oscar Mbalkaïch. Il y a la question sur la motion. Dire un mot à ces propos. Vous aurez l'occasion. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. J'ai une petite question. Celle qui était destinée au VPN du plan a été vidée parce que l'une des agences d'exécution, notamment le PNUD, le ministre Mouya a posé cette question sur les rythmes du travail. Vous avez vous parlé des voies d'accès qui ont posé beaucoup de problèmes dans la réalisation des ouvrages. Mais la petite question, il y a 6 territoires, il y a 91 ouvrages ou infrastructures qui ont été recensés, 14 restent à être, dont les contrats restent à être signés pour que tous les autres territoires bénéficient totalement de ces ouvrages de PDL 145 territoires, attend justement la signature pour les ouvrages restants parce qu'il y a des ouvrages dont les travaux sont en cours d'exécution. La petite question que j'allais vous poser, pour que tous les territoires, les 6 territoires de la province du Tanganyika bénéficient des ouvrages d'une décennie. J'ai 2 petites questions à poser à Monsieur le Gouverneur de la province du Tanganyika à l'occasion justement de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Vous avez beaucoup attendu cette conférence. La 10e a été organisée à Kinshasa. Nous avons pris part au Palais de la Nation. Plusieurs recommandations avaient été formulées en son temps. Je vois pratiquement les mêmes recommandations reviennent parce que j'ai suivi le mémorandum des gouverneurs qui a été lu par le gouverneur de la province de Lomami. Dans les désidérata des gouverneurs, vous sollicitez la mise en œuvre de la caisse de péréquation. Vous sollicitez qu'on puisse tenir compte de la paye des arriérés des salaires des gouverneurs et même tout naturellement il y a quelqu'un qui a soulevé la question des conseils communaux, je pense. Vous sollicitez donc des arriérés. C'est les mêmes recommandations qui viennent. Comment comptez-vous vous en sortir? Parce que vous faites partie de tous ces gouverneurs. Le chef de l'État a pris bonne note. Qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que vous avez foi que vos désidératas seront cette fois-ci pris en compte? Une petite deuxième question pour terminer, je ne vais pas monopoliser la parole. Le port de Kalemi, c'est un des ports les plus importants de la province de Tanganyika. Il constitue aujourd'hui un port pour la consommation de produits en provenance de la Tanzanie, de la Zambie et du Burundi.
d'exportation. Et vous, en tant que gouverneur, quelle est la politique que vous allez utiliser? Que comptez-vous faire pour relancer les activités économiques de ces ports d'un grand intérêt pour la province de Tanganyika? Je ne sais pas si la question sera soulevée lors des panels qui sont organisés lors de cette session. Voilà, je vais me tourner du côté du vice-premier ministre par rapport aux questions qu'il a posées. Mais, monsieur le vice-premier ministre, sur les 145 territoires, on ne pense qu'aux bâtiments généralement. Mais est-ce que, comme nous avons l'occasion de vous avoir, vous pouvez nous brosser un peu sommairement comment le projet est structuré, comment il se décline, ses différentes phases, ses différents aspects. Comme ça, les idées pourront être mieux cristallisées dans les chefs de ceux qui nous suivent. Alors très rapidement pour les ouvrages qui restent, donc il s'agit de Kalemi pour 9 ouvrages et puis MOBA pour le 5. Donc comme j'ai dit déjà avant, donc les contrats sont en cours. Donc il faut, donc le PNID est en train de travailler sur les appels d'offres. Donc en réalité, dans les semaines qui viennent, en principe, les travaux devront commencer. Donc pour toutes les entreprises qui se sentent capables bien sûr de se lancer dans l'aventure. Donc c'est le moment de pouvoir postuler pour ces ouvrages-là qui restent. Alors de manière générale et comme je vous l'ai dit, la question de communication, donc aujourd'hui on pense que le projet PDL c'est seulement les écoles, les bâtiments administratifs, les centres de santé, mais c'est plus que ça. Donc c'est plus que ça parce que nous avons, ça ce n'est qu'une partie de la première composante qu'il s'agit juste de la question des infrastructures. Donc il y a les infrastructures routières, donc des routes agricoles, et puis ceux qui sont déjà en train d'être réalisés. Et puis vous avez la question du développement des chaînes agricoles, donc des chaînes de valeur agricole. Donc là, c'est vraiment la partie la plus, je veux dire, la plus intéressante de ce projet parce qu'en réalité, c'est ça qui va booster les économies locales. Et là, encore une fois, c'est là où nous posons le problème et demandons au gouverneur, parce que vous avez posé la question de comment ils peuvent être impliqués, c'est de préparer les populations pour qu'elles soient prêtes à recevoir ce projet-là quand le financement va être débloqué à ce moment-là. Donc il s'agit des questions des terres. Vous savez aujourd'hui que la question des terres pose beaucoup de problèmes à certains endroits. Donc il faut déjà préparer ces endroits-là pour que les provinces ou les territoires soient prêts à recevoir le projet. Mais vous avez aussi la question des renforcements des capacités. Si vous allez remarquer qu'il y a des plaintes à gauche, à droite, nous en avons eu même avec certains députés pour dire que non, voilà, il y a des réalisations qui ne sont pas nécessairement au top. Mais là aussi, c'est une politique qui est assumée parce que le président de la République veut à ce que ce soit les enfants de ce pays qui puissent réaliser tous ces projets-là. Mais pour ça, donc il y a un accompagnement qui est prévu de cette composante-là, des renforcements des capacités pour leur permettre d'absorber tous ces projets-là. Et enfin, il y a la composante de géoréférencement. Donc ça, c'est une question pour éviter les contestations. Parce qu'il y en a d'autres, vous dites, voilà, il y a telle réalisation à gauche ou à droite, mais ils vous disent que non, moi j'étais là, mais là, ça va pouvoir régler cette question-là parce qu'on ne pourra pas tricher. Donc vous allez sur une plateforme et vous cliquez et ça vous envoie directement là où l'ouvrage se trouve. Donc il y a beaucoup de réalisations, on ne parle pas de forage, donc il y a au moins 3071 forages qui sont prévus. Il y a des kilomètres, en termes de kilomètres de routes, on parle de 40 000 routes. On va commencer d'abord par 10 000 routes, hein, donc pour les 10 000 km de routes. Il y a 418 mini-centrales solaires prévues, 471 km de lampadaires, il y a 447 sources d'eau aménagées, 636 bâtiments, donc ils vont arriver pour bâtiments administratifs des secteurs, donc il y a 1450 logements pour les autorités territoriales, et voilà, 283 marchés modernes avec espace de vie, donc il y a toute une panoplie des choses qui doivent encore être réalisées, comme je vous ai dit. Ici, nous allons travailler sur la question de financement. Donc, il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place pour que nous puissions mobiliser suffisamment de revenus pour nous permettre de réaliser tout ça. Donc, si vous regardez le programme des 145 territoires, c'est vraiment
comme on dit, une vision magnifique du président de la République, parce que rien qu'avec ce programme, vous allez retrouver dans les 6 engagements du président de la République, tout se tient. Donc vous avez la question de l'emploi qui va être résolue, parce qu'avec les économies locales, avec ce qui est déjà en train de se faire, vous avez des engagements au niveau local. Et ici, vous avez la question de la sécurité, avec les autorités qui vont être mises plus proches de la population. Vous avez la question du pouvoir d'achat, comme je l'ai dit tantôt, toujours dans la question d'économies locales qui pourraient être réglées. La question de la diversification, parce que là, pour les économies, j'ai parlé de l'agriculture, essentiellement parce que vous devez savoir que l'agriculture intensive, bien sûr, c'est la première phase dans le cadre de notre programme de développement, le PNSD, Programme stratégique de développement. C'est le premier palier où nous avons une agriculture intensive. Donc nous répondons bien à cet aspect-là. La question d'accès aux services sociaux. Nous avons la question des écoles, la question des centres de santé qui est en train d'être répondue aujourd'hui. L'efficacité des services publics. Et là encore, on est en train de rapprocher le service public tout près de la population. Voilà un programme complet et que moi, personnellement, j'encourage pour que tout le monde puisse le porter. Éviter plutôt des polémiques, comme je vous dis, c'est garanti. Ce programme va se réaliser jusqu'au bout et ça va nous permettre, à la fin de ce qui est prévu pour cette partie, nous comptons organiser une grande revue qui va nous permettre de régler les imperfections. Et ces imperfections-là vont permettre à ce que nous puissions avoir une deuxième édition qui va encore amener plus d'éléments au niveau de chaque territoire. Et vous pouvez vous imaginer la République qui va avancer concomitamment avec 145 territoires. Et sur le plan des investisseurs qui pourront venir, vous voyez très bien que en termes de ceux qui ont une vision, ils peuvent voir que la RDC va pouvoir avoir un boom extraordinaire. En parallèle, vous devez aussi le savoir, nous sommes en train de travailler sur les climat des affaires pour être conséquents. Parce que ça demande beaucoup de moyens, comme je l'ai dit, mais il faut que l'État puisse être accompagné par les privés pour des grands investissements, essentiellement des routes, l'énergie, l'eau et tout. Ça demande beaucoup de fonds et il faut que les privés puissent entrer en jeu. Et pour entrer en jeu, nous sommes occupés à perfectionner justement la question le climat des affaires. Il y a une nouvelle feuille de route qui est en préparation et un plan stratégique qui est aussi en préparation. Donc c'est quand même quelque chose où nous demandons l'appui de tout le monde et l'accompagnement pour que nous puissions mieux le réaliser. De toute façon, nous, on va s'organiser, en tout cas en accord avec vous, nous en avons déjà discuté sommairement, pour que les médias puissent véritablement s'impliquer dans les suivis. Parce qu'il est une chose, nous disons ce que nous faisons, il est une autre. Il faut qu'on arrive à montrer, encore que pour nous, l'impact est le plus important, c'est les changements qu'on apporte dans les quotidiens des bénéficiaires. Et d'ailleurs, monsieur le gouverneur, avant que vous ne puissiez répondre aux questions qui étaient les vôtres, parce que nous devons clôturer cet exercice, mais comment vous avez, vous, personnellement, accueilli, perçu la joie, en tout cas, des compatriotes que nous avons vus à Mutoa aujourd'hui, au passage du président de la République? Non, c'est époustouflant parce que déjà, avant que le chef de l'État n'y arrive, avant que le VPM plan n'y arrive, parce que le VPM est passé avant l'arrivée aussi du président de la République, et j'y ai été plus de 2 fois. Et déjà, c'était ce vœu ardent de la population de commencer à consommer le service. Et cela est matérialisé aujourd'hui. Vous avez vu, vous avez lu la joie de cette population qui ne devra plus, vous l'avez souligné, faire les 30 km pour venir à Kalemi. Et avec la technologie qu'on a vue, une technologie un peu plus avancée, et où les médecins pourront communiquer avec des spécialistes qui, par moment, ne sont pas à Kalemi, mais qui seront à l'extérieur. La télémédecine, en tout cas, il y a un dispositif qui a été... Exactement. Et donc, nous avons vu une joie que cette population n'a jamais. Et surtout, la symbolique, voir le chef de l'État, le président de la République s'y rendre, être à Mutoa pour lancer et montrer à la population que même au niveau le plus reculé, le chef de l'État est là pour apporter des solutions à sa population.
Voilà, si vous pouvez ramasser les questions qui vous ont été destinées. Sur la question de la conférence du gouverneur, peut-être qu'il fallait que le vice-premier ministre puisse y répondre, mais il faut considérer que c'est une autre période qui a commencé. C'est la première conférence de gouverneur depuis des élections. Les esprits, en tout cas, sont renouvelés. Le président de la République l'a dit ce matin. Pour le reste, il faut attendre de voir ce que sera. Je ne sais pas comment le gouverneur peut réagir à ce sujet, mais en tout cas, par rapport à Kalemi, c'est que ça représente le port. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et ce sera peut-être les derniers mots de cet exercice. Effectivement, M. Oscar a dit, le port représente un grand atout pour nous, parce que nous sommes ouverts aux pays voisins, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, les Sud Kivu, le Nord Kivu également. C'est dire que celui qui investit aujourd'hui au Tanganyika a l'audience de la Tanzanie, le Burundi, la Zambie, ainsi que les deux autres provinces qui sont des provinces voisines par voie lacustre. Et par rapport à l'exportation, nous allons rappeler que le Tanganyika a le coltan, la cassitérite, le nobium, donc disons le minerai 3T, et qui sont exportés via le port de Kalemi. Et ce port qui est à 125 km de Kigoma, c'est dire que vous atteignez très facilement Dar es Salaam pour l'exportation. Et notez qu'au niveau du port, il n'y a pas de péage, comme nous voyons dans d'autres provinces où les minéraux ou les tracts qui doivent passer doivent payer le péage, et le transport maritime, c'est le transport le moins cher. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle donne avec la société Manono Lithium qui vient d'avoir ou d'acquérir le permis d'exploitation et qui va commencer la construction d'une usine de transformation de lithium, et que le mot qui est où le président de la République l'a souligné, le Tanganyika, la capitale de lithium, c'est dire que va prendre sa forme, dans le sens de dire la transformation du lithium, parce que la transition écologique aujourd'hui, qui est à la une au niveau mondial, on ne peut pas parler de transition écologique sans parler du Tanganyika, parce que partout au monde, la concentration de lithium du Tanganyika est plus de 6%, c'est qu'on ne retrouve pas au monde. Et donc, aujourd'hui, l'exportation, l'importance du port sera encore plus accentuée au-delà de ce qui se fait déjà maintenant, avec les investisseurs qui sont en train de venir, et surtout, je l'ai dit, avec la route Manono-Kalemi que son Excellence, sous le Président, a eu à impulser au niveau de la province du Tanganyika. Donc ceux qui sont en retard aujourd'hui d'investir au Tanganyika, c'est maintenant le moment. Parce que demain, ça sera le boom au Tanganyika. Voilà, vous aviez souhaité répondre rapidement à la question de Juvenal. Je crois que vous avez bien voilà, je crois que c'est par ici qu'on va terminer cet exercice pour vous permettre de retourner, même si le gouverneur nous a rassurés sur la sécurité, mais il est presque 1h du matin à Kalemi. Monsieur le vice-premier ministre, on n'a pas eu le temps de puiser évidemment toutes les questions liées au programme des PDL, mais nous avons dit l'essentiel. Quels peuvent être vos mots pour résumer, ne fût que pour la partie du Tanganyika? Nous aurons d'autres cadres où nous pourrons aller un peu plus en profondeur sur l'évolution de ce projet. Oui, demain il y aura l'opportunité, parce que je serai au panel ici, donc pour présenter le programme tel qu'il a été conçu. Mais ce que je voulais dire, c'est encore une fois rassurer. Il faut savoir que c'est un programme qui est formulé de manière aussi particulière, c'est qu'on part de la base, c'est qu'il y a eu une consultation voulue par le président de la République pour que la population puisse faire des propositions et adhérer à ce projet. La preuve, c'est que si vous regardez en termes d'accueil, c'est un programme qui est très bien accueilli. Tout à fait. Et ici, comme j'ai dit, au Tanganyika, c'est pour rassurer la population, pour dire que ces ouvrages seront bel et bien réalisés et donc ils peuvent être apaisés. Et donc nous sommes derrière le PNUD pour le pousser à pouvoir nous donner des résultats le plus rapidement possible et que nous puissions
passer à d'autres phases qui sont déjà prévues et annoncées comme je viens de le faire. Merci, Monsieur le Gouverneur. Un dernier mot. C'est dire merci au chef de l'État qui a choisi cette province et surtout symbolique, 5 jours au Tanganyika, et ça nous permettra de discuter et de présenter les difficultés que nous avons qui sont énormes, et la population, dire aussi merci à la population de la confiance qu'elle continue à nous faire, et merci parce qu'ils ont très bien accueilli le chef de l'État dans sa province. Sous la pluie, il fallait le faire. Sous la pluie, effectivement. Nous l'avons vécu aussi pendant la campagne électorale lorsque nous avions eu le privilège de l'accompagner. Mesdames et messieurs de la presse, merci de votre disponibilité. Peut-être qu'en fonction de l'agenda, on pourra revenir pour un dernier exercice. Kalemi, c'est une nouvelle étape dans l'itinérance du président de la République. Et considérez que la capitale, pour le temps que le président de la République est là, la capitale se trouve ici. Tous les gouvernements y sera vendredi et tout l'état-major y est. C'est dire que pour le président de la République, la province du Tanganyika est une province qui est, un peu comme toutes les provinces aussi, qui est une province qui figure bel et bien dans son agenda, et le président de la République a dit ici qu'il était le président de tous les Congolais pour ceux qui l'ont élu et pour ceux qui ne l'ont pas élu. On termine par là. Merci et bon retour chez vous. Merci. Conférence de gouverneurs de 26. Ces formes de 3 jours à travers lesquels les parties prenantes vont passer en revue les enjeux locaux, adoption de stratégies à mettre en place pour renforcer la gouvernance et le développement de nos provinces. Je vous laisse suivre ces reportages. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2024, la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre à Kalemi, province du Tanganyika, réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ses assises pour la première fois dans sa province de Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Mme Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses. Car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs.
Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo, prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise. Placé sous le terme renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires, juste après le lancement de travaux par le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les participants dans ces assises expliquent l'importance de la tenue de cette conférence. Nous vous proposons la réaction du vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Le discours d'orientation du président de la République était fort et concis et je crois qu'il a rencontré les préoccupations, un bon nombre de préoccupations des gouverneurs de province qu'ils ont exprimées au cours de leurs interventions. Ici, nous sommes dans un cadre constitutionnel qui permet à ce que le gouvernement central et les gestionnaires de province puissent avoir un cadre d'échange sur les politiques de gouvernance et les initiatives aussi législatives par rapport à la gouvernance. Le président de la République a choisi un terme assez particulier sur la gouvernance, la cohérence de nos communautés, parce que beaucoup de causes d'instabilité viennent effectivement au niveau de nos différentes communautés gérées à travers les pouvoirs coutumiers. Mais il est important aussi de rappeler à chaque fois qu'on en a la possibilité, les gestionnaires de la chose publique à une gouvernance utile, transparente, au bénéfice de nos populations. Donc, après l'ouverture ici que nous venons de vivre tous ensemble, nous allons d'abord passer à l'étape des états des lieux. Chaque gouverneur de province va nous permettre d'avoir l'état des lieux de sa province. Et par la suite, il y aura des interventions des experts choisis par l'organisation de cette activité qui vont exposer sur des thèmes que nous avons jugés essentiels en termes de remise à niveau et aussi d'instruction pour nous tous, pour surtout les gestionnaires des provinces et des entités. Et par la suite, on va aller en atelier pour sortir des nouvelles résolutions qui vont nous permettre tous ensemble, pouvoir central et gestionnaire des provinces, d'aller vers une dynamique nouvelle. La gouvernance, on l'améliore à chaque fois qu'on en a l'occasion. Cette rencontre est une occasion qui nous permet à nous tous d'améliorer la gouvernance de nos provinces. La question de la gestion des finances publiques est une question extrêmement importante dans la gestion des entités, provinces et entités décentralisées. Il était important que l'inspection des finances vienne. Il y a d'autres orateurs comme
le professeur Ndaiwel qui va lui parler de l'historique de la gestion de nos entités. Il y a le professeur Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée, qui va parler des relations entre le gouvernement central et le gouvernement et les provinces, les gouvernements provinciaux, les relations, les compétences. Et il y en a d'autres thématiques qui vont être exploitées. Tout ça est fait pour améliorer la gouvernance au niveau de nos provinces. Nous à présent vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo à travers le tourisme. Oui, c'est possible. Du 27 au 30 novembre, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va vibrer au rythme de la semaine congolaise du tourisme. L'esplanade du Palais du Peuple est choisie comme cadre pour accueillir cette 4e édition d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, dans la mesure où elle véhicule une image positive du secteur touristique congolais. Images et commentaires. 4e édition de la semaine du tourisme. La RDC met en valeur ses atouts touristiques. Des vents de participants venus de plusieurs horizons. Le ministre du Tourisme, Didier Pambia, a non seulement énuméré les objectifs poursuivis, il a également, s'appuyant sur le thème choisi, Touristes et paix, exhorté les acteurs de son secteur à s'engager résolument pour le développement de ces secteurs. Outre les provinces et les institutions publiques de la RDC, les acteurs et les opérateurs du tourisme et des secteurs connexes sont nombreux à y participer. C'est ici le lieu d'affirmer que la Semaine congolaise du tourisme constitue une opportunité, d'une part pour les provinces appelées à mettre en exergue les atouts et les potentialités touristiques de leurs territoires respectifs, et d'autre part pour mon ministère de mettre en synergie le concept des villages touristiques et le programme de développement local PDL 145 en vue de dégager les pistes d'investissement et de création d'emplois dans les 145 territoires de notre pays. La valorisation de la destination République démocratique du Congo et les mobiles même de ces assises de 4 jours qui vont déboucher par la redynamisation et la révalorisation des sites touristiques de la République démocratique du Congo. Et dans ces mêmes cadres, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille la 2e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une série d'activités en faveur de porteurs d'idées. Petites et moyennes entreprises. Pour cette session, le thème retenu est l'entrepreneuriat, moteur de la diversification économique et de la création d'emplois en République démocratique du Congo. Un reportage signé Chimendondo. La 2e Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a ouvert ses portes ce mercredi 27 novembre 2024 en RDC. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, organe technique du gouvernement dans les secteurs de l'entrepreneuriat et la création de la classe moyenne, organise une série d'activités en faveur de porteurs d'idées, micro, petites et moyennes entreprises, du 27 au 29 novembre 2024, avec pour thème entrepreneuriat, moteur de la diversification économique et de la création d'emplois en RDC. C'est le directeur général de l'ANADEC, le professeur Godefroy Kizaba Akampese, qui a ouvert les activités. L'objectif est de connecter les entrepreneurs en devenir confirmés avec les autres entreprises et le financer tout en engageant le décideur politique pour accélérer les innovations dans ces secteurs. Au cours de cette activité, il est prévu des expositions, vente de produits des micro, petites et moyennes entreprises, de panels de discussion, une foire de la boulangerie et de la pâtisserie, de partage d'expériences, success story, network push aspirants entrepreneurs, de cliniques entrepreneuriales de proximité avec 500 femmes maraîchères et réseau d'âge. Les entrepreneurs se comprennent maintenant. Ils comprennent leurs soucis. Je me dis, effectivement, il y a une symbiose entre ces entrepreneurs et évidemment, nous qui sommes de l'écosystème. L'ANADEC, une structure de l'État congolais qui fait la promotion de l'entrepreneuriat national au moyen de l'information et de la formation théorique et pratique sur l'accès de l'entrepreneur au financement de projets et au marché public ou privé en vue de favoriser l'émergence de la classe moyenne congolaise.
Elle séjourne à Dubaï depuis le début de cette semaine. La vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité s'inspire de la méthode sécuritaire de cette ville. C'est mardi. Eugénie Tchela a visité l'usine CAFCO, premier fabricant et fournisseur de solutions de sécurité dans le monde. Tété Bongoudja et Jacques Moukoumina Sidouga ont signé ces reportages. Marginalisé depuis l'indépendance en RDC, le secteur de la protection civile est en plein chantier de résurrection grâce à la nouvelle impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gouvernements souminois ne ménagent aucun effort pour la mise en place imminente d'un système d'intervention rapide en faveur de tous les Congolais et étrangers vivant sur le sol congolais ainsi que leurs biens contre toute catastrophe naturelle telles que l'accident routier, les incendies et les inondations. En séjour à Dubaï, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchela Kamba, a visité la grande usine ultramoderne NAFCO pour s'inquérir du fonctionnement de leur système d'équipement à la taille du pays, dont le nombre de la population est estimé à plus de 100 millions d'habitants. Les camions anti-incendie, les cliniques mobiles, les motos ambulances et des hélicoptères ont été visités par le numéro 2 de la territoriale au pays lors de son long périple. NAFCO, dans sa peau d'une grande usine multinationale fabriquant tout l'équipement de haute qualité, va devoir faire à des urgences et priorités congolaises. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, qui s'est impliquée récemment pour sauver plus de 100 bus de la société Transco en plein incendie, ne croise pas ses bras. Et retour à Kinshasa, la nouvelle équipe de la Société commerciale des transports et des ports a pris officiellement ses fonctions lors d'une cérémonie de remise-reprise organisée dernièrement en son siège, une date qui a coïncidé avec la reprise des activités de la société MCTC Matadi Corridor Terminaux. Jacques Kabova. Cette importante réunion, présidée par le conseiller maritime du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, devrait permettre d'évaluer les mesures prises par le gouvernement congolais, notamment concernant les dispositions nécessaires à prendre pour la mise en œuvre efficace du partenariat public-privé portant mise en concession pour l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal à conteneurs au port de Matadi. Autre aspect, il fallait mettre à la disposition complète du périmètre concédé tel que défini dans le contrat de concession conclu avec l'État, la désignation d'un terrain viable pour l'installation de la base des travaux en vue de la construction de la centrale à béton, du déplacement immédiat des activités de déchargement de charbon en dehors du terminal à conteneurs et les débuts de l'exploitation de MCTC au terminal. Et avec les différentes mesures prises, l'on observe donc le début des opérations d'exploitation des navires avec le projet de la mise en concession du port de Matadi où l'ONATRA constitue une seule entité avec le concessionnaire. L'on a également noté le début des opérations des déchargements et de chargement du tout premier navire qui a jeté l'ancre au pied 8 du terminal à conteneurs de Matadi. Question donc pour le MCTC dont la SCTP fait désormais partie intégrante de respecter ses engagements, ceux de réhabiliter, de moderniser et d'équiper les matériels de dernière génération, le parc TCM du port de Matadi, devant la partie de la SCTP conduite par son directeur du département des ports maritimes ad interim, MCTC, par le truchement de son directeur général Christian Goy, a annoncé l'arrivée imminente au port de Matadi des nouveaux engins pour une manutention moderne. S'en suivra également, dans les jours à venir, la signature des contrats des agents de l'ONATRA versés chez MCTC, a indiqué Christian Goy. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre ce journal, la question liée à une nouvelle réflexion profonde par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour de la constitution qui régit actuellement la République démocratique du Congo, a été au centre de la réunion du présidium de la dynamique agissant et bâtissant sous la conduite de son autorité morale, Jean-Michel Sama Lukonde. À ce sujet, la dynamique soutient l'initiative d'une évaluation profonde de cette constitution pour l'adapter aux réalités socio-politico-culturelles de la République démocratique du Congo. Elle adhère à l'idée de la mise en place de la commission technique et multidisciplinaire
qui soumettra au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à toute la nation congolaise ses réflexions quant à si l'honorable Hubert Tetika a signé ces communiqués. Poursuivant ce journal, ils sont à 3 individus à s'infiltrer lors de la formation des chefs des centres de vote, de présidents formateurs et des techniciens informaticiens des centres de vote. Ils ont été démasqués par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moyindo. La scène s'est produite à Massimanimba au cours d'une tournée qu'il a initiée dans différents sites de formation. Jean-Pierre Ndolo Demazo pour ce reportage. Au lendemain du lancement officiel de la formation à Massimanimba, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a procédé à un contrôle physique des participants dans les différents sites de formation. Cette vérification visait à s'assurer de la présence effective des agents temporaires recrutés pour les élections prévues le 15 décembre 2024. 3 sites ont été désignés pour cet exercice. Dans ce centre, les facilitateurs venus de Kinshasa dispensent des formations sur les procédures électorales et l'utilisation des outils technologiques de vote afin d'assurer le professionnalisme requis pour le bon déroulement des scrutins. Au cours de sa tournée, le superviseur managérial de la formation, Paul Moïndo Moudemberi, a découvert la présence de 3 infiltrés dans les salles de formation de l'école primaire Madaï. Ce sont des infiltrés, c'est des fois des gens qui viennent avec des objectifs obscurs pour chercher à obstruer le processus électoral. Donc comme nous voulons à ce que tout se passe selon les règles, selon les procédures, nous passons au peigne fait chaque étape que nous franchissons. Il a également mis en garde la population locale sur les conséquences de telles actions. Les autres que nous allons encore attraper, s'ils s'aventuraient de venir, nous allons carrément le mettre à la disposition de la police pour être arrêtés. Pour clôturer la journée, Paul Moïndo Moulemberi a dirigé une réunion pédagogique avec les missionnaires et l'équipe de la coordination des opérations CENI à Massimanimba. Cette réunion visait à évaluer l'avancement des travaux et à affiner les préparatifs pour garantir des élections crédibles et transparentes le 15 décembre 2024. En prévision de la mise en service du grand marché Zando, près de 10 sites sont identifiés pour la délocalisation des marchés pirates autour du grand marché de Kinshasa. L'idée est de rendre fluide la circulation et permettre l'accès facile à ces centres commerciaux à cette étape. Les commerçants de l'avenue Roi Kadingi ont été sensibilisés sur la question. Gaïta Magalano. Ces travaux qui seront assurés par l'entreprise Safrimex rentrent dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation de 5 acteurs, à savoir Rwakadingi, du marché, du marin, plateau et de l'école en prévision de l'ouverture très prochaine du marché central moderne. À cette opération de délocalisation, le service de sécurité et de la défense sont associés, d'où le ministre de ZTP du gouvernement provincial de Kinshasa a été accompagné, outre du directeur du cabinet du gouverneur Israël Moutala, mais aussi de responsables de services de sécurité et de défense civile de Kinshasa. Chemin faisant sur les allées formées par le vendeur sur l'avenir Rwakadingi, le ministre Tshilungu a pris le temps d'expliquer à ses commerçants de ces marchés pirates le bien fondé de ces projets qui va fluidifier les accès sur le nouveau marché qui est quasiment prêt. Le marché central sera inauguré. Nous devons construire et réhabiliter les routes. Il y a des embouteillages monstres, certes. Nous allons réhabiliter les avenues Kassavubu, Rwakadingi et Bokassa. Nous vous demandons de quitter ces lieux pour faciliter la tâche aux entreprises qui vont exécuter ces travaux. Ces projets de modernisation autour du marché est une première phase d'un lot important de routes qui doivent être réhabilitées et construites en béton armé autour du marché central. Ceci fait partie du processus de matérialisation du programme de gouvernance du gouverneur Daniel Bumba Kikinezo Bonga, mais aussi de la vision du président Félix Tshisekedi qui tient à une ville de Kinshasa moderne. En politique, les circonscriptions électorales de Massimanimba, dans la province du Kwilu, et Yakoma, au nord Ubangi, vibrent au rythme de la campagne électorale pour les élections législatives nationales et provinciales, ce qui justifie la descente ce mercredi de Didier Manzenga à Kitoyi, prochaine étape après Massimanimba. William Tunakov.
La circonscription électorale de Massimanimba dans la province du Kwilu, à l'instar de celle de Yakoma au nord Ubangi, vibre depuis le 14 novembre dernier au rythme de la campagne électorale qui va se poursuivre jusqu'au 13 décembre prochain selon le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pour sa part, Maître Didier Mazenga Mukanzu, candidat numéro 82 à la députation nationale et numéro 133 à la députation provinciale pour les comptes du regroupement politique AAC Palou, dont il est l'autorité de référence, a choisi la commune rurale de Massamuna, Natal, située sur la RN1 pour lancer sa campagne électorale devant une foule immense venue l'ovationner à son arrivée dans son meeting traditionnel devant sa base naturelle de Massamuna dans les secteurs de Kinzenga et des environs. Didier Mazenga Mukanzu, affectueusement appelé ici l'homme de Kisalunantwala, Kutuba Nanima, entendait les actions en premier et les discours en second lieu, a rappelé l'assistance, la concrétisation de sa promesse faite lors de son meeting populaire à Kikwit sur la réorganisation effective par la CENI avec l'appui technique et financier du gouvernement Judith Sominois sous l'impulsion du chef de l'État des élections législatives nationales et provinciales dans les Massimanimba. Il a ensuite présenté ses colistiers à la députation nationale et provinciale qui vont se disputer les 5 sièges au niveau national et les 8 sièges au niveau provincial que compte la circonscription électorale de Massimanimba. Enfin, les candidats numéro 82 à la députation nationale, 133 à la députation provinciale, dans la circonscription de Massimanimba, a appelé les filles et fils de ces territoires à l'unité, à la paix, à la discipline et à la tolérance le jour du scrutin pour ne plus céder à la manipulation et à l'intoxication des ennemis de la démocratie et du développement de la République démocratique du Congo en général et de Massimanimba en particulier. Toujours en politique, la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social a tenu sa réunion hebdomadaire. Au cours de cette rencontre, cette structure formelle du parti présidentiel a lancé un appel à la population congolaise, celui d'apporter son soutien à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo relative à la révision constitutionnelle. Reportage. La Ligue des femmes de l'UDPS porte son soutien à l'initiative présidentielle sur les changements constitutionnels et appelle la population congolaise à soutenir cette démarche salvatrice de notre nation. Ce pays a navigué derrière les antivaleurs pendant plusieurs années dans une souffrance atroce suite à une constitution qui a été taillée à leur niveau. Alors pour trouver une solution idoine de son peuple, il a préféré aller au changement de la dite constitution pour que la population puisse avoir une liberté totale au lieu de nous léguer une démocratie bureautique parasitaire. Au regard de ce qui précède, la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi, en sigle, soutient la vision du chef de l'État, soutient aussi le travail abattu du président Haï, de l'UDPS Tshisekedi, à l'occurrence de l'honorable Augustin Kabouya, qui gère ce parti au quotidien. La Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi, en sigle, salue les bravoures du chef de l'État et les efforts consentis qu'il a manifestés pour que la nouvelle constitution soit à la hauteur de l'intérêt du peuple congolais. Tout le monde derrière le chef de l'État. Et puis cette note avant de boucler la boucle, révision ou changement de la constitution, le Congrès national congolais de Pius Mabilou s'aligne derrière le chef de l'État, le président national intérimaire de cette formation politique. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi, estime qu'il faut des petites retouches à la loi fondamentale qui contient encore quelques pièges. Eric Kabamba.
La population donne de plus en plus de voix pour exiger la révision ou le changement de la Constitution. Le Congrès national congolais, depuis Soumabilou, vient lui aussi donner un coup de pouce à cette initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette conférence de presse, son président national intérimaire, Meshak Mandefou, qualifie l'actuelle constitution d'une œuvre des étrangers. Le Congrès national congolais